Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Bertrand le Sentier et le Grand Vagabond, épisode 4. Dans le dernier épisode, Bertrand nous a raconté comment il est devenu en quelque sorte diplômé du Bouiti au Gabon, mais aussi les difficultés auxquelles il a dû faire face en rentrant en France pour administrer l'Iboga à ceux qui le souhaitent. L'expérience est particulièrement déstabilisante et ensuite il faut réapprendre à vivre petit à petit. En prendre 2 nuits puis repartir aussi sec dans le monde moderne comporte des risques et Bertrand n'a pas envie de les prendre. Ce qu'il veut, lui, c'est rendre service et non pas mettre les gens en danger. Mais sa quête spirituelle continue et il va trouver un moyen assez inattendu de se réaliser. Et c'est ce qu'il va vous raconter dans ce 4e et dernier épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Il y a eu cette initiation qui était un petit peu limite justement où là je me suis dit mince toi tu fais pas ça pour gagner de l'argent, tu fais pas ça pour la gloire, mais si en plus tu fais des accidents, arrête tout de suite quoi, toi tu fais pas ça pour mettre les gens mal. Donc je réfléchissais à ça, je me disais comment faire, et puis ce côté clandestin ça m'embêtait quand même quoi, de la transgression, et je vais à un salon du livre, je me promène à Caen, salon du livre près du château là. Je vais le visiter et là je tombe sur un stand, les chemins du Mont-Saint-Michel dans l'Orne. Et donc voilà, plus des années avant j'avais fait Saint-Jacques-de-Compostelle, je t'avais dit c'était vraiment 2 mois merveilleux de ma vie quoi, où il n'y avait pas une journée à enlever, pas une à rajouter. Parmi les 2 mots j'avais été le plus heureux, de juste un sac à dos, à marcher vers l'ouest, tous les soirs des nouvelles rencontres, des nouveaux paysages, des nouvelles églises, des trucs de transformation à l'intérieur, un rapport au monde, tu vois, à travers la marche. J'avais adoré ça, quoi. J'avais adoré ça, et j'avais cherché d'autres pèlerinages, mais Jérusalem, c'était 6000 km, ça me parlait pas trop. Rome, pareil, ça me parlait pas trop. Je voyais pas, et puis moi je suis normand, donc toi le Mont-Saint-Michel c'est comme la Tour Eiffel pour un Parisien, quoi. Toi t'as le nez dessus, tu percutes même plus que c'est une merveille, quoi, parce que pour toi tu vois juste que c'est une machine à touristes, une machine à fric, un petit peu. J'avais cette lecture là du mont, quoi. Mais je tombe sur ces guides du chemin du Mont-Saint-Michel dans l'Orne, et là je me dis tiens, je commence à le feuilleter, quoi, et je vois que ce chemin passe au pied de chez moi, un petit village où j'habitais avant. C'est fou ça, il y a un chemin, et je me dis c'est la voie de Paris. Et là je me dis tiens, j'irais bien le faire, ce pèlerinage au Mont-Saint-Michel, quoi. Tu vois, il y avait 6 jours de marche à l'époque, c'était un peu plus loin. Et là, en même temps, j'avais 2 demandes de copains de Lucide encore qui voulaient prendre l'Iboga, Pierre et Arthur. Et là, je leur dis ouais, je veux bien vous le faire, ok, l'Iboga. Mais par contre, il y a une condition maintenant, c'est qu'après la cérémonie, on part marcher, on va au Mont-Saint-Michel, quoi. Dans le sens où, voilà, déjà, les gens, ils s'engagent sur 8 jours et plus seulement 2, quoi, tu vois. Et puis après, il y a un effort à faire de marche. Et puis, mais je me dis, mais ça va être génial, parce que toi, on va pouvoir déplier l'expérience. Toi, souvent, c'est une expression de Lucide, ça, ou de Deleuze, en tout cas, qui est autour du dépliage, et que c'est tellement concentré, ces choses-là. Toi, tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, toi, c'était il y a 15 ans, mais ça m'habite encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, je le déplie, tout ça, quoi. Donc, sur 2 jours... C'était dangereux l'Iboga pour ça. Moi j'ai témoignages des fois, toi, de gens quand ça s'est fait l'interdire l'Iboga, et après ils ont ressorti des dossiers. J'ai vu que même nous on était sur écoute finalement, dans le petit village où je faisais ça, toi, qu'on avait été surveillés, on nous avait ressorti des histoires, des témoignages faux, mais des fois des gens forcément en 2 jours ils arrivent le vendredi, ils sont formatés d'une certaine façon, ils repartent 2 jours après. Toi, la famille comprend pas des fois. Mais qu'est-ce que tu as fait de ton week-end ? Moi, quand je l'ai vécu, je t'ai raconté tout à l'heure, on était lumineux, toi, c'était positif, mais il y a un témoignage d'un jeune, toi, par exemple, son père était réparateur de télé. Toi, ça a été cité, ça, par l'ami Vilude, comme quoi c'était dangereux l'Iboga. Lui, il était réparateur de télé, son père, et lui, il était à la fac, il n'en avait plus rien à faire
de ses études. Tu vois, il passait son temps à fumer des bédos et à squatter, à jouer à la PlayStation dans son lit, quoi. Sauf que je sais pas pourquoi il s'est amené à faire ce truc à l'iboga, quoi, un sursaut de l'âme, il y va. Et là, pareil, il se fait rincer, machine à laver et tout. Il ressort, et il fait: «Ah, bah, c'est bon, moi je vais élever des chèvres dans le Larzac avec mon pote qui est parti il y a 2 ans faire ça. Voilà, j'ai un plan.» Et voilà, il rentre le lundi, il va voir son père, il fait: «Non, mais papa, je reprendrai pas ta suite, moi réparer des télés, ça m'intéresse pas, moi je vais élever des chèvres.» Bah, les mecs ont fait: «Mais qu'est-ce que t'as fait le week-end?» «Bah, j'ai pris de l'iboga.» Donc, le mec, tout de suite: c'est une secte, quoi, t'es tombé, on t'a lavé le cerveau. Le mec, il a appelé les flics en disant: on a lobotomisé mon gosse. Alors que pourtant, c'était bon pour lui, cet enfant, toi. Il était vraiment en train de se perdre là-dedans, il trouve. Bon, mais non. Donc, moi, il y avait la même chose avec ce danger de donner de l'iboga, toi, quand je parlais que c'était radical. Voilà, Pierre et Arthur arrivent, 2 jeunes, pareil, et puis ils prennent. Je les initie, et on part marcher au Mont-Saint-Michel. Et là, on vit une aventure merveilleuse, surréaliste. En tout cas, voilà, moi je rends compte aujourd'hui, c'est pas de la science-fiction, c'est pas du surréalisme, c'est la vie telle qu'elle doit être vécue. Normalement, quand on marche, quand on est un homme, qu'on est debout, qu'on est dans la fraternité, dans la bienveillance, dans une démarche de sacré. Voilà, l'univers entier, on parle tant de conspiration, mais l'univers aussi conspire pour nous éveiller, quoi. Tu vois. Et à partir du moment où tu te mets en marche vers lui, quoi, tu lâches le bord de la piscine pour te mettre à nager, t'es nourri, et c'est la magie du monde qui s'exprime. Et voilà, Pierre et Arthur découvrent tout ça, moi aussi, je me dis, mais je retrouvais toutes les sensations de ce que j'avais aimé sur Saint-Jacques, les paysages, la nature, jusqu'à l'arrivée au Mont-Saint-Michel, où là, rencontre du troisième type, là, d'un coup, enfin, c'est une montagne qui est devant toi, mais c'est-à-dire même dans un trip au LSD ou à n'importe quoi, t'as pas aussi beau, quoi. Dans le sens, en plus, là, c'est sculpté dans la matière, quoi. C'est pas une Jérusalem céleste évanescente, quoi. C'est vraiment, ils ont mis 1000 ans à le construire, et c'est magnifique, quoi. Donc, et on dort sur le Mont Saint-Michel, hein. On trouve un petit endroit où dormir. Et toi, moi, je dors de l'herbe au-dessus de ma tête, la Voie lactée, et puis l'archange qui déchire le ciel, quoi. Vraiment, toi, en or, éclairé, parce que c'était les visites nocturnes, l'été, ils font ça. Bref, magnifique, quoi. Et là, un sentiment de... J'avais pas pris de plante, là, toi, j'étais pas dans un trip, quoi, mais un petit peu ce que j'avais vécu la première fois avec l'iboga, où j'étais tombé les bras en croix, quoi. Toi, là, pareil, le sentiment, mais d'être à ma place complètement, quoi. D'un coup, d'avoir complètement au bon endroit, au bon moment. Et je sais pas ce qui se passe, quoi, toi, mais je sais qu'il se passe quelque chose, quoi, à l'intérieur de moi, quoi. Toi, vraiment, c'est très très fort. J'ai pas, mais je sais qu'il se passe quelque chose, mais je sais pas quoi. Et en fait, c'est quelques mois plus tard, là, je me rends compte de ça, quoi. Donc, Père et Arthur terminent leur marche enchantés. Moi, je suis, bah, voilà, toi, c'est trouver le bon truc. Toi, ça, c'est un bon truc, un bon combo, comme on dirait à l'époque, toi, de l'iboga et du sentier, quoi. Vraiment, on a déplié ça dans la nature, dans toutes les questions qu'ils avaient à poser, ils pouvaient les poser. Bon, ça a changé leur vie aussi, Pierre et Arthur. En tout cas, ça a laissé une empreinte en eux. Voilà, je pense que... Et toutes les personnes qui font le sentier encore aujourd'hui, sans iboga bien sûr, mais ça laisse une empreinte au fer rouge, quoi. Moi, j'ai la chance des fois, je me dis dans ma vie, c'est ça, de laisser des empreintes, quoi, aux gens, quoi, de marquer des choses. Mais c'est pas tant moi que c'est Saint-Michel, c'est parce que je suis au service de Saint-Michel, justement. Les gens, ils viennent pas voir Bertrand, ils vont au Mont-Saint-Michel, mais en tout cas, c'est un moment, ils s'en rappelleront toute leur vie. Et moi, j'ai été j'ai accompagné sur ce chemin-là, en tout cas.
Mais voilà, moi, je termine de ça. Grosse, ça m'a vraiment touché, quoi, cette marche. Et j'ai invité un mariage d'un copain. Et là, moi, tout ça, c'était vraiment dans une discipline d'hygiène de vie rigoureuse à l'époque. Hein. Ouais, je buvais pas, je fumais pas, parce que voilà, j'étais dans ce truc un peu liboga, un peu dans la 16, un petit peu de l'Orient aussi, où il faut être straight, quoi, si tu veux. Donc mais là, c'était un copain de fac, tu vois, je me dis, bon, allez, je bois un coup, quoi, à son mariage, et en fait, je bois, et bah, l'ivresse monte beaucoup plus vite quand t'es plus habitué, quoi, forcément. Et puis là, un trou, je marche, un trou dans l'herbe, là, et je me fais une entorse de la cheville, mais sévère, quoi. Tu vois, vraiment le pied, le truc qui gonfle. Je vais voir le médecin le lendemain, il fait, ah, bah, je vous arrête, hein, là, vous pouvez plus bosser. Je vous arrête 3 semaines, et puis après, il y avait les vacances de la Toussaint, bref. Je me retrouve avec 2 mois de vacances, quoi. Ouais, et puis je me revois très bien, je tournais en rond chez moi, je me dis qu'est-ce que je vais faire pendant 2 mois, quoi. Et je dépose les enfants le matin à l'école, je rentre tout seul, toi, la maison vide, tu vois. Et là, d'un coup, vision, quoi, tu vois, là, une croix. Mais, vraiment, une croix en or, où je vois, mais je comprends la symbolique, une des symboliques, en tout cas de la croix, vraiment, quoi, tu vois, t'as cet équilibre entre l'horizontalité et la verticalité, quoi. Et je vois toute l'aventure qu'on a vécue à travers l'Iboga et le sentier de pèlerinage du Mont-Saint-Michel, là, comme le croisement c'est ça, de l'horizontalité, de la verticalité, quoi. C'est-à-dire, tu vois, 4 jours de marche, quoi. Et 4 jours, les Grecs, ils appelaient ça l'anabase, quoi. C'est l'élévation de la terre jusqu'au ciel, un peu comme la marelle, toi, de la terre au ciel. On appelait ça, ce chemin, on l'appelait le chemin du paradis, donc là aussi, ça faisait écho. Et je me disais, mais oui, en fait, tu pourrais, si tu mets 4 jours et 4 étapes verticales, quoi, où le mec on invente un personnage qui va se rapprocher de qui il est à travers de... Et pour ça, je me servais de la Kabbale, quoi. L'arbre de vie représente ça, quoi. Donc d'un coup, je suis arrivé à la rencontre de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance, entre l'horizontalité et la verticalité, entre ce chemin du paradis, l'anabase, et puis ce chemin physique où ton corps redevient vivant, toi, de passer du zombie à la vie, quoi. Et tout ça, mais ça crée une histoire, quoi. Donc je commence et puis j'écris, hop, 1 page, 2 pages, 10 pages, 20 pages. Et là, mais je fermais les yeux et j'avais les personnages qui parlaient devant moi, j'avais plus qu'à raconter ce que je voyais, quoi. Vraiment. Et en 2 mois, c'était plié, ce bouquin, quoi. Toi, vraiment, il était écrit, mais autant c'est long à mûrir, mais l'accouchement était rapide, quoi. Toi, c'était vraiment... Même encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent, mais t'as dû mettre des années à l'écrire, ce bouquin. Je suis oui et non, parce que concrètement, j'ai mis 2 mois à l'écrire. Après c'est... Voilà. Toute la maturation qu'il y avait derrière qui était long, quoi. J'avais fait ça à Picasso au moment, à la fin de son repas, là, il dessine un petit truc sur la nappe du restaurant, quoi, et puis le serveur, il veut prendre le dessin de Picasso, et Picasso, il le prend, il le brûle, il fait, mais non. Puis l'autre, il fait, bah, vous avez mis 5 minutes à le dessiner, et ça va. Il fait, non, moi j'ai mis 40 ans plus 5 minutes pour le faire. Donc, ouais, en tout cas, dans le bouquin, c'est ça, quoi. Moi, c'est toutes les réflexions que j'avais depuis l'âge des 16 ans jusqu'à mes 33 ans, quoi. Mais ça a été écrit très vite, et suite à ce bouquin, une fois qu'il a été mis dans la nature, il a navigué, quoi. C'est rigolo, et il y a des gens qui m'écrivaient, parce qu'à la fin j'avais mis une adresse mail, et j'avais des gens qui me disaient, mais ça existe vraiment, ce chemin de pèlerinage au Mont-Saint-Michel? Il y a vraiment un village qui s'appelle Champ-Secret en France. Et je leur disais, bah oui, oui. Et puis là, des gens m'ont dit, mais vous pourriez nous accompagner pour vivre la même aventure que dans le livre? Alors je leur fais, bah oui et non. Oui, moi je peux vous accompagner. Après, tout ce qui traite autour des psychédéliques, de l'iboga, non, c'est interdit. Je vais pas pouvoir le faire. Mais sinon, je vous emmène. Et en fait, voilà, au début, j'ai eu 1 personne, 2 personnes, 10 personnes, 50, 100. Et maintenant, c'est des milliers, quoi. C'est complètement fou, quoi, de ce qui se passe autour de ce sentier. Et je me suis rendu compte que toute cette dimension psychédélique, toi, contre-culturelle, qui est vraiment importante, finalement, il n'y en a pas besoin sur le sentier. C'est devenu une plante, le sentier. C'est devenu un outil aussi de communion. Parce qu'on communie beaucoup en humanité, en tout cas, et même à travers des repas, un outil de transformation, un outil de conversion, même, puisqu'il y a des gens qui changent leur regard sur les choses, quoi. Il y a une élévation du regard qui se passe à travers tout ça. Les gens apprennent à marcher, finalement, et à lever les yeux vers le ciel. Donc tout ça, c'est des choses que je retrouvais dans le bois, et qu'on puisse dissocier, parce que c'est vrai,
Je mentirais en disant qu'il n'y a jamais eu, des fois, au début, de psychédéliques sur le sentier. Il y a une quête. Moi, j'ai pas de tabou par rapport à ça. Je trouve que c'est un des drames de l'Occident de pas. Toi, on dit pour observer les étoiles, il faut des télescopes. Pour explorer l'âme, il faut des psychédéliques. Tous les grands cerveaux, les grands esprits, voilà, depuis les mystères d'Éleusis jusqu'à aujourd'hui, tout ça, ça a toujours existé, quoi. On a besoin de ça pour se connecter à Dieu. Certains le font juste dans l'oraison, dans le mysticisme. Bon, c'est d'autres voies. Donc sur le sentier, il y a eu, mais je me suis rendu compte très vite qu'il n'y avait pas besoin finalement que rajouter cette surcouche, tu vois, de psychédélique, en tout cas, pouvait embrouiller les gens plus qu'autre chose. Parce qu'après, tu sais pas si la transformation elle vient de la plante que tu as pris ou ça vient du sentier, quoi. Et je pense qu'il y a une transgression pour avoir accès à la connaissance, mais après, ça te crée un décalage par rapport à la société, quoi, toi. Et je pense pas. Moi, j'ai pas envie de porter ce fardeau-là des gens. Toi. Là, moi, ce que j'adore, le sentier, c'est que les gens, toi, ils viennent, ils marchent 4 jours, ils rentrent chez eux, ils sont lumineux, ils sont heureux, ils ont vécu quelque chose de vraiment fort. Et même à leur grand-mère, ils peuvent en parler en disant ah bah, pourquoi tu vas bien? Bah, je suis allé marcher au Mont-Saint-Michel. Toi. Et tout le monde comprend, quoi. Personne. Et même la façon qu'on a de faire, toi, c'est pas comme si tous les soirs je faisais une grande messe en parlant, en disant bon bah on va parler d'alchimie, on va parler. Non, les gens ils marchent, ils parlent seuls avec eux-mêmes. Il y a pas d'enseignement, ça se fait de façon naturelle. Donc tu peux témoigner de ça, quoi. C'est pas comme qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ah, bah, je suis allé manger une racine, je me suis empoisonné avec une racine africaine. Toi, c'est pas c'est pas le même témoignage que tu peux apporter. Le sentier, ouais, c'est une marche de 4 jours et 100 km vers le Mont-Saint-Michel qui se fait en bivouac, ou en tout cas maximum en autonomie. Même si depuis l'année dernière, on a un petit peu élargi, parce qu'on a eu droit à un reportage dans Des Racines et des Ailes de 40 minutes quand même, donc qui a fait pas mal de bruit et qui a ramené beaucoup de gens qui ont peur, eux, de dormir dehors. Donc maintenant, chaque commune a construit un accueil pèlerin, donc il y a moyen aussi de faire le sentier en dormant en accueil pèlerin, c'est-à-dire en dortoir, mais d'avoir au moins accès à une douche et puis à un toit. Nous, en tant que compagnons, on a appelé cette association les Compagnons du Sentier. Nous, on préfère dormir dehors. Nous, on a notre tarpe ou on dort sous un arbre. Moi, j'aime bien ce rapport à la nature, ce rapport un peu brut, mais qui vivifie, quoi, en fait, justement. Et souvent, je trouve plus de confort dehors qu'à l'intérieur. Et donc, voilà, 4 jours de marche. On a créé un site internet qui s'appelle lesentier.org. Il y a toutes les informations pratiques pour s'y inscrire, les calendriers, et puis aussi les livres que j'ai écrits sur ce sujet, en fait, La Porte Mystérieuse du Mont-Saint-Michel et Le Compagnon du Sentier. C'est 2 livres qui retracent un petit peu cette histoire à travers d'un personnage de fiction, Pierre, mais Pierre, Arthur et Clara. Pierre, c'est un petit peu un ingénieur parisien que j'ai pu être quand moi j'étais dans l'informatique. Arthur, c'est ce grand vagabond, c'est ce personnage qui a traversé le monde un petit peu à la recherche des traditions et des secrets, des mystères. Et Clara, l'infirmière, en fait, le côté féminin. Donc, ces 3 personnages que je pensais de fiction au début, et finalement un petit peu comme le sel, le soufre et le mercure de la pierre philosophale, quoi, finissent par se réunir et donner qui je suis, quoi, finalement. Je me suis rendu compte de ça, donc il y a toujours un petit côté psychanalytique à l'écriture et thérapeutique qui est rigolo, mais c'est marrant que c'est un livre qui aura, en tout cas, structuré ma vie, que ce soit dans le fait maintenant que j'habite à Champ-Secret, le fait que maintenant on accompagne énormément de gens vers la merveille, et puis moi c'est ce qui donne du sens à ma vie, quoi. Justement, parler de l'horizontalité, de la verticalité, j'ai besoin de cette soupape, moi, un petit peu tous les mois, d'aller retrouver un petit peu la nature, la forêt, la traversée. Ici, c'est le pays du passage, quoi, la région du passé, on appelait ça. Donc c'est toujours cette notion de traverser, quoi, traverser le miroir, aller vers des choses peut-être un peu plus essentielles, trouver son essentiel, se débarrasser de son superflu. Un sac à dos, et puis voilà, il suffit de se mettre en marche.
Et voilà, le témoignage de Bertrand est terminé. C'est fascinant, je trouve, de voir comme chaque élément de sa vie prend sens petit à petit, au fur et à mesure qu'il avance dans la vie et qu'il comprend de mieux en mieux ce qu'il cherche. Comme je l'annonçais en introduction, il est finalement assez peu question de drogue dans son histoire, beaucoup plus de spiritualité. Mais j'ai trouvé ça intéressant de vous le proposer, parce que ça permet aussi de comprendre comment l'expérience d'un état de conscience altéré peut aider à avancer dans un chemin spirituel. Dans le prochain épisode, on discutera avec l'un des fondateurs de la Société psychédélique française, une association qui regroupe de jeunes chercheurs universitaires qui veulent introduire la question psychédélique dans le débat public français. D'ici là, portez-vous bien.